Bonsoir à tous, merci à tous d'être connectés pour ce webinaire organisé par Cœur de Bretagne, Calombrès, destination Trail. Alors, qu'est-ce que c'est que cette destination Cœur de Bretagne? Pour ceux qui connaissent pas la région, on a donc la Bretagne qui est ici, tout ici. Là, on connaît beaucoup les côtes, mais on connaît peut-être un petit peu moins bien le Calombrès. Donc, c'est la destination Cœur de Bretagne qui regroupe en fait plusieurs régions de Bretagne et qui représente le cœur de Bretagne et qui vous invite à venir parcourir ces terres de trail qu'ils ont mis en place, plein de parcours. On pourra en parler tout à l'heure à la fin avec Charlotte qui représentera donc la destination Cœur de Bretagne. Ensuite, on va parler pour commencer ce petit webinaire, on va parler de l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Donc, on vous présentera leur petite vidéo teaser et Manu de l'organisation de l'UTMA vous présentera toutes les particularités du terrain, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que vous allez croiser comme spécificité, quels sont les monuments qu'il faudra surtout pas rater, et puis même pour que vous soyez participant ou que vous soyez spectateur, ce sera intéressant aussi pour vous d'écouter tout ce que Manu va vous présenter. Ensuite, Christophe Mallardet de Coaching Fartlek vous présentera tout l'entraînement qui est nécessaire pour préparer un ultra trail, que ce soit en Bretagne, mais ses conseils seront aussi valables ailleurs, bien évidemment. On aura Julia d'Impulsion Nutrition qui vous présentera tous ses conseils en termes de nutrition. Voilà, et à la fin, on vous présentera le teaser en avant-première de la destination Cœur de Bretagne avec beaucoup de belles images qui ont été produites par Yannick Deren, qui est réalisateur sur Quimper. Et Charlotte nous présentera donc le portail de destination Cœur de Bretagne. Et donc à la toute fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos intervenants si vous avez des questions plus spécifiques sur un sujet qu'on n'aurait pas abordé. Donc il y aura une partie de questions-réponses. Mais voilà pour le programme. Donc c'est parti donc on va commencer avec Manu et donc Manu va nous présenter donc l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Qu'est-ce que les coureurs et les participants et les spectateurs vont pouvoir voir et quelles vont être les choses auxquelles il va falloir être vigilant pendant l'Ultra Trail des Monts d'Arrée? Bonsoir tout le monde. Déjà, donc ça sera la première édition. Donc il y aura un 85 km, donc avec 2000 de D+, à peu près. Et il y aura une deuxième course à un 40 km avec 1200 de D+. Donc le 85 km, c'est un circuit donc déjà qui partira à 5 heures le matin, donc pour les premières vagues, donc en fonction de notre plan Covid. Ensuite, donc du coup, ça démarrera à la frontale, de nuit. Voilà, on rentrera directement dans les petits singles de la forêt du Helgoat. Donc voilà, avec son parcours très cassant, on va dire. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est sûr que ça va chauffer direct. Et ensuite, on viendra vers une transition sur les monts d'Arrée. Donc, on passera sur un terrain vraiment rocailleux. Avec principale difficulté la pose du pied qui est vraiment terrible dans les monts d'Arrée, quoi. Il faut pas, voilà, quoi, il y aura pas de moment d'inattention. C'est vrai que là, ça, c'est assez compliqué, ouais. Et puis en passant, évidemment, par des superbes sites, par l'abbaye du Relecq, donc qui est sur la petite commune de Plounéor-Ménez. Ensuite, on va monter directement sur les crêtes. Donc, voilà, avec tous les sommets de Bretagne, les plus hauts de Bretagne, avec le Tuchen Cador, et puis on arrivera sur le mont Saint-Michel de Brasparts. Donc, un des plus beaux points, évidemment, des monts d'Arrée, de nos monts d'Arrée, et puis voilà, de Bretagne. Et puis, ensuite, on arrivera quand même sur un ravitaillement qui sera au 55e kilomètre, donc qui sera le troisième. Donc, qui sera une bonne base de vie pour plusieurs coureurs. On en a déjà eu des retours. C'est vrai que ça sera vraiment un gros point. Voilà, on sera arrivé quasiment tout en haut. On peut pas monter plus haut. Donc, la fin du parcours sera moins cassante. Ça sera, on va dire, entre guillemets, plus roulant, même si
s'il n'y a pas vraiment de roulant, hein, mais bon, c'est vrai qu'il faudra courir. On passera sur toutes les belles passerelles de Brennilis. Donc voilà, c'est un circuit aussi de destination trail. Donc vous pouvez le retrouver sur leur site. On passera sur leur circuit aussi. Voilà, et puis ensuite on rentrera sur Huelgoat. Donc voilà pour le 85 km. Donc avec plein d'autres choses à voir, hein. Bon, on vous laissera découvrir au moment voulu. Et après, il y a un 40 km du coup. Donc ça, c'est un départ à 8 heures le matin. Ça sera un circuit plutôt forêt, vraiment 90% forêt. Donc là, c'est un circuit que j'affectionne aussi particulièrement. C'est vraiment un circuit, ça va être très dur parce que là, il n'y a pas de moment de répit, quoi. C'est vraiment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tout le temps. On est tout le temps sur des petites bosses de 30, 40 mètres de D+, des bosses qui durent 300, 400 mètres. Donc, avec vraiment du raid, des bonnes pentes. Et donc, on est vraiment sur un circuit, on va dire, local, hein. Voilà, 40 km de départ de Huelgoat. Voilà, on est obligé de faire un petit circuit, un plus petit circuit, on va dire, quoi. D'accord. Et puis, donc, c'est essentiellement de la forêt, hein, donc du petit single. Donc, avec des jolis points de vue aussi un peu partout sur le site. Ils verront aussi au loin, en tournant leur tête, en arrivant sur Berrien, ils verront le Mont Saint-Michel au loin, mais bon, ils n'iront pas cette année. Voilà, c'est une bonne étape justement pour l'année prochaine, pour revenir sur notre course et vraiment sur la longue, quoi, sur le circuit du pourquoi on a créé l'Ultra Trail, quoi. Vraiment sur la longue distance. On a fait une plus petite distance pour permettre justement à plus de personnes de venir découvrir le secteur, de venir découvrir les monts d'Arrée, Huelgoat, la forêt, et pour les préparer à la deuxième édition pour certains qui reviendront sûrement. Et il faut savoir que la particularité aussi du trail, c'est que chaque année, on changera de ville et d'arrivée de départ. Donc, pour permettre à tout le territoire des Monts d'Arrée de pouvoir profiter et vivre de notre événement. Et voilà, parce que ça fait quand même des belles épreuves par chez nous, hein. On a déjà le Roc des Monts d'Arrée, évidemment, en très grosse épreuve, et le Troménez-Arrée. Et voilà, on aura maintenant l'Ultra Trail des Monts d'Arrée pour le côté trail running dans le secteur. Et puis on espère que ça va être un succès. On espère qu'on va réussir à l'organiser. On sera sûrement les premiers à pouvoir organiser un ultra. Un trail. On en est convaincus en tout cas. On va tout faire pour. On est tous coureurs nous. C'est vrai que dans l'assaut on est tous coureurs et on est tous mordus de trail. Donc nous on veut que ça reparte. Donc on va tout faire pour que ça parte. Il y aura certainement un protocole qui va être assez lourd et mis en place. Mais bon, il faut que on n'aura pas le choix si on veut retourner tous courir ensemble et puis voilà, s'y remettre, quoi. Donc on fera ce que nous demande la préfecture qui nous donnera l'autorisation finale et voilà, quoi. Donc Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile à dire pour l'instant d'être ferme et définitif sur le fait que l'événement aura lieu. Maintenant, on voit bien que vous êtes. Nous, en tout cas, on le veut. Nous, on ira jusqu'on. Voilà. Et vous avez on raison. Est déterminé. On est la première édition. Il faut que. Voilà, on veut montrer qu'on peut réussir à remettre quelque chose en route là avant l'été. Il en faudra bien un, donc on espère être dans les premiers. Bon, écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite bon courage pour toute cette organisation. En tout cas, vous êtes une équipe qui est très soudée
qui est très motivé et ça fait plaisir à voir en ces périodes de crise sanitaire, de voir des gens qui sont motivés à organiser des courses pour les coureurs. Donc c'est génial. Alors Manu, j'ai juste une toute petite question pour toi et puis qui pourra peut-être aider nos spectateurs. Le terrain est sacrément varié par chez vous, j'ai pu le constater Ouais, quand on a fait une reconnaissance ensemble. Quel type de ouais, choses ouais, ouais. tu conseilles de mettre pour les coureurs? Est-ce qu'il faut des gros crampons? Est-ce qu'il faut un bon maintien? Est-ce que quel Non, non, il faudra surtout une chaussure avec un bon maintien. Un bon maintien, les crampons, normalement, le 27 juin, il va faire beau, il va faire chaud, les terrains sont secs. On passe sur du caillou quand même rapidement sur l'ultra trail, sur le 85. Donc non, une chaussure avec un bon maintien de pied, ouais, quand même, voilà. Ça Ok, sera, ça sera important parce que vraiment, je reviens là-dessus, c'est que dans les monts d'arrêt, comme tu as pu le constater, François, quand tu es venu avec nous en reco, c'est un terrain compliqué. Hein. C'est pas, on n'est pas à la montagne, c'est sûr, mais c'est un terrain très compliqué et c'est usant. C'est usant tout du long, quoi. Parce qu'il faut être attentif tout du long, quoi. super. Eh ben écoute, merci beaucoup Manu Ouais, pour cette présentation. j'avais juste un petit truc. On a aussi organisé cet ultra, enfin ce trail, ça nous tenait à cœur de reverser une partie des bénéfices quand même à une asso, c'est La Vie en Rose. Voilà, c'est pour les enfants qui sont malades, qui sont malades à l'hôpital de Brest. Voilà, et les aides, c'est surtout pour les aider à faire du sport. Donc voilà, ça colle avec nous, ça colle avec notre philosophie. Et du coup, on a envie de les aider, quoi. Et donc, Super, voilà, c'est La Vie en Rose. Voilà, on va les aider. super. Eh ben Donc tout écoute, le monde les aidera, enfin, tous ceux qui sont inscrits, du coup, vont les aider, quoi. Donc c'est super sympa, c'est cool. génial. Eh ben merci beaucoup pour votre soutien envers cette association. Je rappelle aussi qu'on a la possibilité de gagner un dossard pour l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. On vous posera, tous les spectateurs, vous aurez un questionnaire à remplir et vous aurez jusqu'à demain 10 heures pour remplir le questionnaire. Donc il y aura deux petites questions et vous aurez la possibilité d'avoir un dossard parce que le trail est actuellement complet et vous pourrez choisir votre distance, donc soit le 40, soit le 80 km. Manu, eh ben écoute, merci beaucoup Manu. On te retrouve peut-être à la fin de ce webinaire si jamais il y a des questions pour toi dans les commentaires de la part des spectateurs. Et on va laisser la place maintenant à Christophe Malardet. Christophe qui est donc coach Fartlek et qui va nous présenter, nous donner tous ses meilleurs conseils pour préparer cet ultra des Monts d'Arrée. Salut François, salut Manu. Oui, j'enchaîne après la belle présentation de Manu, et puis les féliciter d'avoir l'initiative de monter ce type de projet en ce moment. C'est vrai que ça fait du bien, de se projeter aussi sur des événements et puis comme j'ai marqué directement dans notre présentation, l'idée, ouais, quand on part aujourd'hui sur cette prépa, c'est de se dire qu'on sera au départ, quoi. On a été un peu tous échaudés par plein d'annulations, mais je pense il faut aussi se lancer et puis pas y aller à demi. C'est pas c'est pas des distances qui se préparent à la légère, donc il faut s'engager pleinement dans la préparation et puis le jour J, quand ce sera annulé, on avisera, mais il faut pas déjà anticiper l'annulation et faut y aller. Voilà, faut se lancer corps et âme dans cette prépa. Être au départ et puis alors en fait la présentation tout à l'heure tu as dit que j'allais te présenter tous mes conseils pour préparer un ultra. Non, tous mes conseils ça va pas se faire en 20 minutes. Je me suis dit l'idée c'est plutôt de se dire bon allez, qu'est-ce qu'il va falloir vraiment faire là aujourd'hui en étant le 15 avril pour arriver bien le 27 juin. Qu'est-ce qu'il faut éviter, comment on peut mettre ça en musique, ça moi c'est vachement important. Je pense que dans l'entraînement ce qui est important c'est de mettre de la musique de l'entraînement, savoir quand est-ce qu'on va mettre des temps forts, quand est-ce qu'on va mettre des temps faibles, comment on adapte son entraînement au terrain. Donc Manu, il a expliqué un peu les caractéristiques de son terrain. En parfait organisateur, il explique ça comme une vraie boucherie, mais c'est normal. Après, il faut le croire aussi. Je pense que les monts d'arrêt, je les connais un peu et ça peut être difficile. Donc c'est bien de s'engager avec les typologies du terrain et puis se préparer à ça. Et donc c'est ce qu'on va voir aussi là. Mais j'ai commencé par dire effectivement être au départ et puis ne pas être blessé parce que au final, parfois on veut vraiment trop bien faire pour préparer un événement
Et puis, le trop plein à faire, c'est souvent faire plus de charges que d'habitude, augmenter trop drastiquement sa charge pour arriver avec des bobos, pour arriver avec des forfaits, pour arriver avec une condition physique incertaine ou avec beaucoup d'incertitudes. Et bah, c'est pas le ça le jeu, c'est que le jour J, le 27 juin, il faut être au moins avec son intégrité physique parce qu'autrement c'est vite compliqué, donc jamais perdre ça de vue, quoi. Voilà. La deuxième chose, c'était arriver avec de la fraîcheur physique et en forme. Alors ça paraît évident, c'est une phrase toute facile à faire, et pourtant moi je pense qu'aujourd'hui, je le vois bien moi-même à entraîner les athlètes, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pourquoi? Parce qu'on n'a aucune visibilité. C'est-à-dire qu'une saison classique dans le monde d'avant, on avait des courses tous les 5-6 semaines, on savait qu'il fallait récupérer une semaine, 15 jours après une compète, on avait 2-3 semaines d'entraînement, donc on disait qu'il fallait s'y remettre, et puis 15 jours, une semaine, 15 jours avant l'entraînement, on disait je récupère. Et cette visibilité, ces jalons de compétition faisaient que bah voilà, ça, on rythmait notre entraînement de manière assez facile. Alors que là, en fait, on va dire que tous les semaines, depuis un an, elles se ressemblent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compète, on veut faire de l'activité physique parce que ça nous fait du bien, mais en fait, on n'arrive pas à se projeter ou la projection, elle est coupée en cours par l'annulation de la compétition. Et puis parfois là, c'est compliqué. Et je vois bien au mois d'avril, c'est-à-dire qu'on démarre tous décembre, janvier avec plein d'envie pour faire une belle saison de trail. On n'a pas mis encore un dossard depuis le mois d'avril et pourtant la plupart, on est déjà en train de courir depuis le 1er janvier, voire le 1er décembre, voire on n'a pas coupé cet hiver. Et donc, on est dans un truc très monotone. Et ce truc très monotone, eh ben, ça peut vite nous conduire à faire une course aussi très monotone ou exploser en vol le 27 juin parce qu'en fait, on est cuit. Voilà. On est cuit de rien faire ou d'avoir voulu toujours tout faire tout le temps, toujours sur le même truc. Et ça, c'est la pire erreur de l'entraînement. Donc, arriver avec de la fraîcheur et en forme, bah, c'est ce que je vais vous expliquer après. Voilà, en faisant une sorte de rétro-planning. Donc, aujourd'hui, bah, on est le 15 avril, semaine 15. On va à la semaine 25, l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Donc, il y a 10 semaines. Franchement, 10 semaines, c'est le plan idéal. Voilà. 8 à 12 semaines, c'est un super plan. Au-delà, ça fatigue vite. En dessous, faut être quand même un peu en mission commando. Donc, ces 10 semaines, c'est bien. La question, c'est de savoir quelle forme vous avez à S15. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et toutes les formes sont possibles. Vous pouvez être là en super forme. Et j'ai envie de dire, c'est presque la moins bonne nouvelle. Moi, si j'ai un athlète qui me dit, ouais, Christophe, là, je prépare l'Ultra Trail des Monts d'Arrée, j'ai la forme de ma vie. Bah, en fait, je vais lui dire, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer le jeu pendant 15 jours. Et puis, on va s'entraîner au mois de mai. Mais être en forme là et continuer l'entraînement, ça fait qu'au mois de mai, il va être peut-être encore un petit peu plus en forme. Fin mai, il va commencer à régresser en forme. Mais comme les Monts d'Arrée arrivent, il va s'entraîner. Et pour le coup, être en forme et avoir de la fraîcheur, bah, il n'aura pas, quoi. Donc ça, c'est fondamental, c'est de se dire où on est. J'ai un athlète là qui prépare l'Ultra des Monts d'Arrée. Je le salue d'ailleurs s'il est là, Romuald, qui est blessé en ce moment, qui a fait une blessure la semaine dernière. Bah, c'est embêtant. Mais il y a encore le temps. Voilà, il y a encore le temps. Donc, c'est aujourd'hui vous posez la question de si vous n'avez pas coupé depuis le 1er janvier, vous aviez prévu de faire, par exemple, vous étiez en plein prépa pour faire le trail de Gare-les-Dents. Le trail de Gare-les-Dents n'a pas lieu, ça va décaler de 4-5 semaines. Bah, je trouve que le mois d'avril, si vous voulez être en forme fin juin, début juillet, c'est pas mal de se dire, allez, là, on fait une vraie césure. Alors, ça paraît bête de se dire, ah, le printemps arrive, il commence à faire beau, c'est maintenant que tu me dis de pas courir, alors je me suis farci des entraînements sous la flotte en mois de mars. Bah, pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est se marquer une césure pour pas être cramé en juin, en juillet, sur des objectifs un peu plus tard. Donc voilà. Et donc, dans l'organisation, comme je le mets sur la frise, là, moi, j'aime bien rythmer l'entraînement avec 2 semaines d'entraînement. Donc, 2 semaines, on met de la charge. Une semaine, alors c'est les semaines rouges, et une semaine en vert sur lequel on assimile. Alors, ces 2 semaines, une semaine, en fait, je fais souvent 3 week-ends, c'est-à-dire ma semaine, elle commence samedi, dimanche, puis la semaine 1, la semaine 2 jusqu'au dimanche, et puis après, je récupère la semaine 3 du lundi au vendredi, et je repars comme ça. Et là, ça rythmera bien parce qu'on ferait un premier bloc rouge, un deuxième bloc rouge, 2 semaines de récup à chaque fois, 2 semaines, donc on a 3 blocs de 2 semaines, et 2 semaines d'entraînement où on s'investit à l'entraînement, c'est vite fatigant.
Et puis, on a 2 semaines, et on va en parler après, pour débrayer, pour reprendre ses fraîcheurs, pour assimiler, pour se projeter sur la compétition. Voilà. Et autrement, il y a un autre scénario, c'est la suivante. Là, vous êtes un petit peu trop en forme. Et ce que vous faites, c'est que vous coupez là. Alors, je sais que ça, c'est hyper dur à entendre, mais moi, je n'hésiterai pas à le faire. 2 semaines, vous levez le pied. Vous êtes en forme de toute façon, donc ça va reprendre un peu vite. Vous pouvez faire là, pour le coup, un bloc de 3 semaines, 1 semaine de récup, un bloc de 15 jours, 2 semaines de récup. Voilà. Ça, c'est une bonne harmonie. Je trouve que, de toute façon, l'entraînement, c'est toujours de l'entraînement de l'assimilation, de l'entraînement de l'assimilation. Ça, c'est pas éternel, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire une vraie coupure. 10 semaines, ça marche bien. Et là, vous enchaînez le truc comme ça. Voilà. La slide suivante, François, je crois. Voilà. C'était. Alors, ouais, la question que je me posais ensuite. Ouais, voilà. C'était de me dire, bon, ok, une fois qu'on a la musique, tu vois, la partition, qu'est-ce que je mets comme musique, qu'est-ce que je mets dans mon contenu d'entraînement? Alors, moi, je pars toujours de qu'est-ce que je veux faire comme compétition. Là, je veux faire une compétition qui fait 80 km, qui fait 2000 mètres de positif, et qui est sur un terrain de ce que dit Manu, un peu compliqué, où il faut avoir de la force, il va falloir, parce qu'il va pas faire beau, hein, le 27 juin dans les Monts d'Arrée, c'est pas possible ça. Il a menti là-dessus. Non, mais le terrain peut être gras par moment, les passages de tourbière, du terrain lourd, du terrain hyper instable, donc voilà. Pour moi, la première chose, évidemment, ça encore, c'est une phrase toute faite, mais je la fais quand même, hein, on se prive pas de le faire, c'est que si vous voulez avoir 80 km, il faut avoir du foncier, donc il faut faire de l'endurance. Voilà. Donc l'endurance, ça passe par des sorties longues, à pied, à vélo. Donc pour éviter la blessure, c'est pas mal de croiser les deux. Et puis dans votre préparation qui va jusqu'au Mont d'Arrée, pour moi, il y a 2 week-ends, quand on regarde l'organisation, il y a 2 week-ends au mois de mai qui sont vachement intéressants. Et en plus, ils tombent sur des semaines où on avait prévu de s'entraîner. C'est le lundi de Pentecôte et le week-end de l'Ascension. Enfin, dans l'ordre plutôt de l'Ascension et la Pentecôte. On va dire que l'avantage, malheureusement, un avantage quand même de ce contexte, c'est qu'il y a 0 compète jusque-là. Donc, vous pouvez organiser. Par exemple, il y avait beaucoup qui allaient enchaîner Gare-les-Dents et le Mont d'Arrée. Ça, franchement, c'est super tendu. Préparer Gare-les-Dents, récupérer de Gare-les-Dents, enchaîner les Monts d'Arrée, c'est pas si facile que ça à faire. Là, vous avez tout loisir d'organiser votre temps. Donc, pour moi, le foncier, les petits points de repère sur le week-end de l'Ascension et les Pentecôtes, c'est de faire des tests. Alors, quoi en test? Par exemple, vous dire le week-end de l'Ascension, j'ai 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, un truc super facile, je fais 80 km en 4 jours. C'est simple. 80 et 2000, hein. 80 et 2000, hein. Voilà. Et moi, je pousserais quand même le gars, s'il est un peu en forme, de lui dire, tu le fais en 3 jours. En gros, une sortie de 40, et 2 sorties de 20, par exemple. Voilà. Et puis, si possible, une qui est très accidentée. Une de 20 avec 1000 mètres de positif, par exemple, pour aller chercher vraiment du dénivelé. Voilà. Et puis, le week-end de Pentecôte, ça pourrait être aussi de croiser un bon petit, une sortie encore un peu identique, autour de 40. Faites pas le 60 km, 70 km 5 semaines avant, hein, mais prenez des repères. On en parlera avec Julia tout à l'heure, mais sur l'aspect, le rodage de la nutrition, le rodage de ce que vous allez manger, c'est sur ces week-ends-là qu'il faut les faire. Et le lundi de Pentecôte, vous pouvez aussi se dire, allez, il faut que je fasse des heures et vous couplez avec le vélo, par exemple. C'est-à-dire, là, vous êtes parti pour courir, les athlètes sont partis pour courir 10 heures, 12 heures, 15 heures. Moi, une sortie de 200 bornes à vélo, ça me choque pas, quoi. Voilà, à condition que vous avez fait un peu de vélo avant. Mais passer 10 heures sur le vélo en apprenant à manger, faisant une sortie de 2 heures le lendemain, voilà, ça, c'est deux week-ends un peu choc. Une fois que vous avez fait ça, l'endurance, le foncier, vous l'avez, hein, vous fatiguez pas trop après, hein, vous savez que vous êtes solide, quoi. Et puis en tout cas, quand vous faites ça, vous travaillez le foncier. Ok, super. La deuxième chose, c'est de passer le dénive, quoi. Alors, ok, on n'est pas en montagne, mais il y a quand même 2000 à passer, voilà. Et 2000, c'est pas rien. Et puis quand vous avez un montagnard qui vient courir en Bretagne, moi à chaque fois il me dit, en fait, tes petites bosses là, ça me saoule, voilà. Franchement, je fais 80 à la maxi raid, j'ai 3 cols à passer, c'est peinard, voilà. Et là, j'en ai passé 27, donc ça m'embête, voilà. Donc, nous, on va devoir passer 27 petits cols. Et donc, l'idée, c'est de passer c'est être solide en, comment dire, en dénivelé, être capable d'encaisser le dénivelé, à la fois positif et négatif. Ça passe par du travail de dénivelé, des montées-descentes, voilà. Alors, on n'a pas des cols qui durent éternellement, mais une bosse de 52 D+, on l'a fait 10 fois, ça fait 500 de positif. Et ça dure 1 heure d'entraînement.
On la descend de plus en plus vite pour casser un peu la fibre. On la gère en tempo dans les montées. Voilà, très bien. Moi, je pense qu'aussi, un contenu d'entraînement qui est indispensable en ce moment, bah, c'est de faire du renfort, du gainage, de la proprio, de la plio. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, question à Manu, qu'est-ce qu'il faut comme chaussures? Et il te dit, il faut des bonnes chaussures pour un bon maintien. Non, mais le bon maintien, c'est pas les godasses. Hein. Le bon maintien, c'est tes abdos, c'est tes fessiers, c'est tes chevilles qui font qu'à un moment, tu ne seras pas trimballé de gauche à droite avec chaque ornière de tracteur ou chaque bout. En fait, c'est ton gainage et c'est ta proprio qui va faire que tu vas garder un bon maintien. Ok, la godasse, elle aide, mais compte pas sur la godasse pour te tirer d'affaire. C'est ton corps, c'est ta mobilité qui va te faire aller loin. Donc ça, c'est important. Renfort, dénive, foncier. Ben voilà, on a les trois déjà. Ça, c'est le pilier de l'entraînement. 1, 2, 3. 3 entraînements, ça fait 3 par semaine déjà. Bon, bah, vous allez vous entraîner peut-être 4, max, 5. Bon, alors on va voir ce qu'on peut faire si vraiment vous avez un petit peu plus à faire, quoi. Et la dernière chose, et c'est souvent ça le problème quand on veut s'attaquer à ça, on veut déjà aller vite avant d'aller loin. Mais en fait, aller vite, c'est vraiment la dernière chose à faire à l'entraînement. Vous faites 80 bornes. Quand Manu me dit, la deuxième partie, c'est un peu plus roulant, il va falloir courir. Mais en vrai, la plupart, ils vont pas courir. Ou alors, ça va déjà, ils vont alterner marche et course. Donc, faut pas se tromper. Le but d'un trail, c'est toujours aller de plus en plus vite d'un point A à un point B. Mais aller vite, là, c'est juste de courir le plus longtemps possible, de marcher le moins souvent dans cette seconde partie qui est soi-disant plus roulante. Mais c'est pas de s'épuiser à faire des séances à 17 km/h en VMA, enfin selon la VMA de chacun, ou faire des 30-30 à tir-larigot. En plus, on se blesse, en plus, on se fait mal au mollet. Et en plus, fondamentalement, au 65e, quand il va falloir rentrer à Huelgoat, c'est pas là que vous n'aurez pas besoin de cette vitesse-là. Donc, c'est bien parce qu'il faut faire du travail cardio, mais c'est pas la priorité de l'entraînement. Okay. Et puis, la dernière chose, combien de temps il me reste? Christophe, tu peux y aller. Ouais. La dernière chose pour moi qui est vachement important, et ça, faut pas se tromper. Vous avez fait une belle prépa, vous avez bien fait, vous avez déjà peut-être suivi ce qu'on a pu dire là, et puis vous avez mené un petit peu les choses. Vous êtes au départ de la course, vous êtes en forme, et maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec cette forme? C'est quoi le projet de course? Parce que des courses où on est en forme et que l'on foire parce que on se croyait tellement en forme qu'on est parti trop vite, on se croyait tellement en forme que qu'on a fait n'importe quoi, qu'on ne sait pas où coûter, qu'on a oublié de bouffer, qu'on a zappé un truc, qu'on l'a pris trop à la légère. Donc c'est toujours se poser sur un ultra, parce qu'un ultra, bon déjà on n'en court plus beaucoup, mais même en règle générale, on n'en court pas 10 dans l'année. C'est des moments précieux, c'est des moments que l'on doit, où vous avez investi beaucoup de temps avant, il faut que ce soit au service de quelque chose qui vous parle. Et moi, quand je demande qu'est-ce que tu veux faire, les gens ils me disent souvent, ouais, j'aimerais bien faire top 100, moins de 12 heures, passer au ravito du 50e en moins de machin. Mais en fait, ça c'est ce qu'on va dire, c'est ce que l'on espère. C'est de la fiction. Si on croise les doigts, quoi, on est putain, pourvu que ça passe et tout. En fait, moi, j'ai envie de vous demander, et toute la prépa, vous devez raccorder ça au Mont d'Arrée, c'est comment, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est comment je vais faire les Monts d'Arrée. Et la différence entre le qu'est-ce que je vais faire et le comment, c'est que vous allez mettre en pratique. Comment je vais passer tout le dénivelé des 2000 des Monts d'Arrée? Est-ce que c'est avec des pulses à 175 sur les 5 premières et puis marcher les autres parce que j'ai explosé? Ou est-ce que c'est marcher d'entrée de jeu dès la première bosse et dès que je vois une bosse, je marche? En fait, les Monts d'Arrée, ça va être un mystère, on ne connaît pas le parcours, donc ça ne peut pas parler à beaucoup de monde. On va revenir, parce qu'a priori, il y a quand même pas mal de Bretons sur ce chat. Parlons de Gare-les-Dents. La première bosse, quand on part de Gare-les-Dents, elle fait 5 positifs, tout le monde court. En fait, il devrait avoir 15 personnes qui courent dans cette bosse. Tous les autres devraient déjà se dire, là, si vraiment je veux encore courir sur le plat, entre l'écluse de Bellevue au retour, et puis sur le plat, hein, et puis le machin, il faudrait peut-être déjà que je m'épargne cette première côte à monter au cardio et à m'exploser mon capital.
Eh ben non, parce qu'en fait, le peloton, il nous attire, on a peur de bouchonner, on a peur de plein de choses, et en fait, on est parti sur un projet complètement délirant qui nous est attiré par le peloton. Et en fait, le comment, vous allez le cultiver à l'entraînement. Quand vous allez faire, on a dit une bosse de 50, quand vous allez faire 15 fois la bosse de 50, vous aurez fait 750 de positif. Si dès les 5 premières, vous êtes mis à courir et que vous êtes à 175 pulses, vous allez vite vous rendre compte qu'au bout de 750, vous êtes explosé. Et là, vous vous posez la question, en fait, il me reste 1250 à faire normalement de positif. Ça va être hyper compliqué. Donc, cherchez à trouver. Moi, j'ai pas de souci à voir des gens marcher dans des bosses. Au contraire, beaucoup devraient s'inspirer de ça. C'est pas une honte, c'est un outil, la marche en course à pied. Donc, en trail, en tout cas. Donc, c'est de se dire, voilà, quel projet de course j'ai. Et le projet de course, et ça, c'est vrai je pense que Julia, elle reviendra là-dessus aussi tout à l'heure. Vous aurez des stratégies alimentaires. Vous aurez testé des choses, le comment je fais ça. Et le jour de la course, on fait juste ce qu'on sait faire à l'entraînement, ni plus ni moins. Quand vous sortez une sortie de 3 heures ou quand vous faites votre week-end choc, si déjà le samedi, vous êtes comme ça, et qu'il vous reste encore 25 bornes pour le lundi ou le dimanche, bah, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est que si c'était le jour J, il y a quelque chose qui a fonctionné, parce que même en 4 jours, vous êtes déjà aussi au bout de 3. Donc imaginez en non-stop, qu'est-ce que ça peut donner. Donc moi, je vous invite à cultiver sur votre plan d'entraînement, à chaque séance, le ressenti de ce que vous faites pour dire comment je vais mettre au service des monts d'arrêt ce que j'ai comme capital. Il y a des champions, il y a des gens qui sont pour les barrières horaires. Vous avez tous un background par rapport au trail, et vous devez le mettre en équation par rapport à ce que demandent les monts d'arrêt. Et en fonction de ça, bah, vous faites juste avec ce que vous êtes. Et puis, vous vous occupez pas des autres, quoi. Et dans les courses en peloton, c'est hyper compliqué. Et puis, dans des courses en peloton, quand on n'a pas couru depuis 1 an ou 1 an et demi, un ultra, revenez tranquillement. Soyez pas chien fou, quoi. Voilà. Tranquille. Il y a le temps. Surtout que le parcours est inconnu. En plus, ça, c'est chouette, finalement. C'est qu'on on va partir. Aujourd'hui, les courses bretonnes, elles sont archi connues parce qu'elles ont été courues depuis de nombreuses années, les grandes classiques, en tout cas. Donc, on a un peu nos repères. Et là, tout le monde part dans l'inconnu. Et bah, moi, je préfère vous voir courir quand Manu dit sur la seconde partie où normalement c'est plus facile. Bah, courez là à 7 à l'heure plutôt que passer à 10 à l'heure sur la première partie et marcher à 3 à l'heure sur la seconde partie, quoi. Ok, super Christophe. Bah, écoute, avec ça, les coureurs ont quand même pas mal de quoi faire. Tu nous as quand même donné presque un mini cadre d'entraînement pour préparer l'UTMA en fonction de ce qu'on veut faire et de notre forme du moment. Effectivement, on peut pas traiter absolument tous les sujets. Et si vous voulez repréciser quelque chose avec Christophe à la fin, bah, il sera possible de le faire en posant vos questions. Et du coup, maintenant, on va passer avec Julia qui va nous présenter la nutrition. Comment est-ce qu'on organise notre nutrition pendant un ultra. Julia, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. C'est parti. Alors, active ton micro, Julia, juste. Effectivement, ce sera mieux comme ça. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Julia Banen. Je suis diététicienne diplômée, co-gérante d'Impulsion Nutrition à Quimper et à Lorient. Donc, je suis spécialisée dans la nutrition du sportif. Donc, je m'accompagne beaucoup de sportifs professionnels, mais aussi des sportifs amateurs qui souhaitent être mieux armés lorsqu'ils préparent certaines épreuves. Donc là, ce soir, je vais essayer de vous dévoiler en fait quelques bases alimentaires pour bien préparer un ultra. Et vous allez voir que finalement, la nutrition du sportif est simple dès lors qu'on sait ce dont notre corps a besoin. Et puis, vous savez tous qu'effectivement, l'alimentation, l'effet positif de l'alimentation sur le développement des performances, mais on sait aussi qu'une alimentation mal adaptée peut être à l'origine de contre-performances, d'apparition de troubles digestifs, mais aussi de blessures. Donc voilà, donc je pense que l'ultra trail, la préparation doit rester un plaisir. L'épreuve doit être surtout aussi un moment de plaisir pour vous, un défi. Et ce serait dommage de ne pas mettre toutes les chances de votre côté et du coup de passer à côté d'une bonne préparation en ne s'intéressant pas à la nutrition. Donc comme le mot l'indique, ultra trail, c'est un effort physique extrême. Donc vous devez absolument connaître votre corps et le préparer.
Et du coup, la nutrition, vous ne pouvez pas passer à côté de ce que vous allez mettre dans votre assiette durant toute votre préparation et de réfléchir aussi en amont à ce que vous allez manger pendant la course. Alors, pour moi, il y a quelques points importants. Le premier, c'est d'identifier vos propres besoins alimentaires parce que la nutrition, là, Christophe vous a indiqué que vous avez à peu près 10 semaines de préparation physique. Et en préparation alimentaire, il vous faut 10 semaines aussi de préparation alimentaire. Donc aussi, c'est pareil, quand on m'appelle en me posant des questions parce qu'on a un ultra là 3 semaines après, j'ai pas de baguette magique. Je vais pouvoir vous guider, vous accompagner, vous rassurer sur certaines choses, mais le temps est forcément très juste. Donc il faut vraiment le début de votre prépa physique et aussi en accord avec une début de préparation alimentaire. Donc déjà, identifiez vos propres besoins alimentaires pour mettre en application en fait un schéma alimentaire quotidien qui vous correspond par rapport à votre dépense physique. Trop nombreux de sportifs sous-estiment leurs dépenses énergétiques. En moyenne, vous avez une dépense qui va osciller entre 35 et 45 kilocalories par kilo de poids. Votre besoin en protéines important parce que ça conditionne aussi votre masse musculaire. On estime entre 1,3 et 1,8 grammes par kilo de poids. Et puis, des fois, les aliments, les micronutriments de l'ombre, un peu, qui sont pourtant essentiels, les fibres, les antioxydants, les vitamines et les minéraux qui sont importants pour avoir un bon capital métabolique. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes donc tous différents. Vous avez vu, les chiffres que je vous ai donnés, c'est pas des chiffres à retenir. C'est vraiment pour vous montrer que nous, en tant que diététiciens, on raisonne aussi par rapport à votre gabarit et que vous avez tous un gabarit différent. Donc, ne copiez pas l'alimentation d'un collègue qui, lui, en fait, a un schéma alimentaire adapté. Si vous faites 80 kilos, vous voyez, vous pouvez avoir des besoins énergétiques qui vont être entre 2800 et 3600. Donc, il y a une sacrée différence. Et si vous mangez trop, forcément, vous allez prendre du poids. Si vous ne mangez pas assez, vous allez vous fatiguer et vous allez arriver à la date de l'épreuve complètement cuit. Et vos besoins en protéines aussi sont bien différents. Donc, pour vous montrer, vas-y François, tu es dans le timing. Pour vous montrer très simplement un exemple d'un schéma alimentaire du quotidien pendant votre prépa physique. Là, j'ai pris en exemple un homme d'1,80 m, 75 kg. Il a des besoins énergétiques de 2800 moyenne par jour. Donc, c'est quand même assez important et il peut les atteindre qu'à partir du moment où il prend 3 repas par jour. Donc, interdiction de ne sauter un seul repas. Donc, ça veut dire aussi que vos entraînements, s'il y en a sur des temps de repas de midi, ne doivent pas négliger votre déjeuner qui va suivre après. Sinon, petit à petit, vous allez occasionner des carences. Donc, 3 repas par jour, éventuellement un encas avant un entraînement ou durant l'après-midi. Et si vous analysez rapidement les photos, qu'est-ce qu'on voit ? C'est une alimentation pleine de bon sens. On voit des fruits matin, midi et soir. On voit des légumes aussi midi et soir. Une part de protéines qui est étalée un peu sur la journée. Cette personne-là, en fait, aime bien avoir une source de protéines le matin et elle peut se contenter d'une petite part de protéines le soir. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité de viande ou de poisson prédominante dans l'assiette. Ce qui prédomine, par contre, c'est les féculents. Donc, que ce soit sous forme de pain de qualité ou de flocons le matin ou sous forme de féculents type riz, quinoa, semoule, pâtes, lentilles, etc. qui peuvent être admis aux autres repas. Donc, déjà ça, c'est estimer un petit peu votre besoin à la journée et de tester d'avoir des repas équilibrés sur chaque journée d'entraînement. Deuxième point important, c'est habituer votre corps à s'alimenter et à s'hydrater, comme a pu évoquer Christophe justement dans son schéma de préparation. Ça, c'est un point extrêmement important que trop d'entre vous, en fait, négligent. Votre corps, il a besoin de s'habituer à mâcher, à digérer, tous ces éléments-là sont à préparer bien en amont. Donc, vous ne devez pas négliger ce point-là. D'une part, il ne faut pas oublier que vous allez en schéma d'entraînement, vous pouvez être entre 8 heures, 10 heures ou plus d'entraînement. Ça fatigue, ça a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, pour rendre efficace tous vos entraînements,
si vous faites des entraînements avec du dénivelé, si vous faites du fractionné, si vous faites du foncier. Voilà, ça, en fait, si vous voulez enchaîner toutes vos séances et les rendre efficaces, vous devez manger pendant que vous courez. Ça va permettre de rester en forme optimale jusqu'à l'épreuve. Pareil, combien d'entre vous, en fait, 15 jours avant l'épreuve, disaient bah, là, il faudrait qu'elle arrive parce que je suis en forme, et qu'arrivé le jour J, bah, là, on commence à vraiment être fatigué parce qu'on a négligé toute son alimentation en amont. Pour éviter les blessures, bien entendu, pour identifier aussi les aliments qui vous conviennent à l'effort en termes de texture, en termes de concentration en sucre, en praticité aussi à défaire, et pour identifier aussi les moments où vous devez vous alimenter. C'est-à-dire que quand moi j'ai un sportif que je suis, je vais lui dire d'être bien rigoureux sur ses prises alimentaires pendant ses séances, et puis finalement aussi faire une séance où il ne s'alimente pas. Et en fait, il va vraiment ressentir le fait de ne pas manger, il commence à avoir une rapidité à l'effort qui est diminuée, une fatigue musculaire, et il va bien comprendre en fait les effets bénéfiques de l'apport de sucre, de l'apport de carburant pendant les séances. Donc, il y a des exercices à faire. Au même titre que vous avez des exercices, des schémas de séances d'entraînement, vous avez des exercices alimentaires à mettre en place. Donc, déjà, sur les entraînements, on va dire hebdomadaires assez classiques, vous avez, en fonction de la durée ou de l'intensité de l'épreuve, vous allez vous hydrater ou manger différemment. Donc là, sur mon tableau, je vous ai regroupé un peu, si vous faites une séance de plus d'1 heure, vous devez boire, obligatoire. Si vous faites une séance qui va dépasser 1h30, de l'eau toujours. Pourquoi pas aussi tester, vous habituer à une boisson d'effort, de préférence maison. Et puis là, vous avez obligation de manger. Un ravitaillement à partir de 45 minutes, puis toutes les 30 minutes environ. Même s'il ne reste plus que 5 à 10 minutes avant la fin de votre séance, vous devez manger. Ainsi, vous allez mieux récupérer et vous allez pouvoir enchaîner le lendemain aussi un entraînement. Supérieur à 2 heures, c'est exactement le même principe, mais avec la boisson d'effort. Un ravitaillement à 45 minutes, puis toutes les 30 minutes. Et pareil, moi, je trouve que sur des séances d'intensité élevée, fractionnées, séances de côte, etc., de l'eau, c'est important parce que vous transpirez bien plus. Et puis, moi, je suis d'avis de prévoir un petit ravitaillement à mi-course pour aller jusqu'au bout de la séance, d'autant plus si votre séance est sur un temps de repas. Par exemple, si vous la faites, une séance de fractionné sur le temps du déjeuner, forcément, en fait, vous avez quand même une glycémie qui est un peu plus basse. Donc, il faut vous resucrer en prenant quelque chose au milieu de la séance. Alors, un petit focus justement sur l'hydratation du sportif. Qu'est-ce que je risque si je ne bois pas assez ? Je diminue ma concentration, je diminue mes performances, j'augmente le risque de blessure. J'augmente le risque de troubles digestifs aussi, troubles intestinaux. Une déshydratation peut engendrer une diarrhée à l'effort. Comment savoir si je m'hydrate assez ? La couleur de vos urines. Si vous avez des urines très colorées, concentrées, vous savez que vous n'avez pas assez bu. Si vous avez des urines plutôt très claires, c'est que vous avez assez bu. Un autre exercice que je mets en place à tous mes patients, c'est de se peser en sous-vêtements avant le départ d'un entraînement et de se repeser à l'arrivée avant de recommencer un schéma d'hydratation. Et là, vous constatez, si vous avez perdu plus de 2% de votre poids, c'est que vous n'avez pas assez bu. Et donc ça, vous pouvez le refaire assez souvent pour estimer votre besoin d'hydratation. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont moins transpirer et que finalement, sur 1h30, 400 millilitres ou 500 millilitres d'eau va leur suffire, et d'autres qui vont suer beaucoup plus et ils vont avoir besoin d'hydratation bien plus important. Comment s'hydrater ? Déjà, si vous avez une séance le soir, vous devez bien boire toute la journée. Par petites gorgées, vous prenez le temps de vous hydrater. Pendant l'effort, bien sûr, pareil, par petites gorgées, toutes les 10-15 minutes à peu près. Et puis, quoi boire ? De l'eau, boisson d'effort plutôt maison. Après, si vous préférez, si vous avez l'habitude d'une boisson d'effort spécifique du sport, pourquoi pas. Trouvez quelque chose qui vous va bien également. Donc, la tester avant. Et au niveau des ravitaillements sur les petites, on va dire, les petites séances d'entraînement,
On connaît bien tous les pâtes de fruits ou les barres pâtes d'amandes qui ont un côté pratique parce qu'elles sont déjà emballées. Vous avez également un qu'on commence de plus en plus quand même à reconnaître, c'est le lait concentré sucré, alors qu'il y a une saveur particulière. Déjà, il faut tolérer le lait et puis tolérer un petit peu au niveau gustatif ce que c'est. Alors, c'est vrai que c'est sucré, c'est pâteux, mais dans tous les cas, chaque aliment qu'on mange pendant qu'on court, on a la bouche sèche et tous les aliments, on les trouve plus ou moins pâteux. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau. L'avantage du lait concentré, c'est qu'il étant donné très concentré, c'est que là, un berlingot de 60 grammes représente 2 ravitaillements. Donc, c'est vrai que si on veut partir assez léger sur certaines séances, c'est un avantage. Et puis, vous avez de la protéine qui est dedans. Donc, vous avez un apport de BCAA qui peut être aussi intéressant sur des épreuves de longue distance. Et puis, vous avez des aliments qu'il ne faut pas oublier qui sont, eux, intéressants parce qu'ils sont 100% naturels. Vous avez les abricots secs, les figues, les dattes, pour ceux qui, le noyau ne pose pas trop de problèmes lorsqu'il court. Et puis, vous avez tout simplement le miel aussi. En achetant une petite fiole, vous mettez du miel dedans et puis vous pouvez le prendre. C'est des aliments qui sont à ne pas négliger parce que vous avez quand même une charge d'entraînement qui est importante. Si vous utilisez que des produits spécifiques de l'effort, ça reste des produits transformés, ça reste des produits où on a ajouté des choses dedans et on fait du sport aussi pour sa santé. Donc, autant profiter aussi d'aller vers aussi une alternance avec des produits plus naturels. Un autre exercice à faire, et je te rejoins justement Christophe aussi, les 2 week-ends qui sont propices, c'est le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte, où si vous vous fixez justement ce test de faire 4 fois 20 minutes, 4 fois 20 km ou des blocs de 40 et puis 2 blocs de 20, etc. Enfin, le schéma que vous avez envie de faire, c'est l'occasion aussi de tester des produits que vous allez prendre durant l'ultra trail. Donc là, moi, je vous conseille, c'est de partir à jeun. Enfin, presque à jeun. Vous allez manger juste quelques fruits secs et quelques fruits à coque et vous partez. Pourquoi partir à jeun ? Parce que durant votre effort, durant le 80 km, forcément, à un moment donné, vous aurez une glycémie qui sera assez basse et des réserves assez basses. Donc là, en fait, en partant presque à jeun, vous allez mettre votre corps en condition de demi-course et vous allez avoir envie de vous ravitailler assez vite. Pensez à vous peser aussi avant et de vous peser après la séance pour voir aussi si vous êtes bien hydraté. Alors, le schéma de ravitaillement que je vous propose, c'est un exemple, c'est bien sûr toujours pareil, de l'eau, boisson d'effort. Et votre fil rouge de ravitaillement peut être une purée énergétique adaptée à l'effort que vous allez préparer vous-même, que vous allez mettre en flasque avec des grandes ouvertures. Là, vous pouvez la mettre facilement. Et après, vous pouvez la prendre en faisant des boulettes en fait que vous pouvez mettre dans le creux de votre main. Donc, vous allez prendre par petites prises comme ça. Vous allez commencer à partir de 30 minutes d'effort. Et puis, à peu près toutes les demi-heures, enfin, au ressenti, comme vous avez envie, vous allez manger ça. En moyenne, là, vous êtes sur des tests encore. Donc, vous allez être, faut estimer à peu près 400 millilitres de purée pour 4 heures d'effort. Et puis, en parallèle de ça, parce que vous allez vous écœurer aussi beaucoup moins que les aliments sucrés, mais vous en avez envie de variété. Et puis, la purée ne suffit pas en elle-même en termes d'énergie. Donc, vous allez compléter, en fait, cette purée-là avec un petit sachet de fruits secs, donc de cranberry, raisins, des noix de cajou, des amandes. Salez-les vous-même pour compenser la perte de sodium que vous avez. Ça peut être du saucisson, ça peut être du miel, des pâtes de fruits. Enfin, à vous de voir ce dont vous avez envie. Et puis, vous pouvez tester différents produits sur les différents jours d'effort. Et puis, vous grignotez ça à l'envie. Donc, bien entendu, en fait, c'est lors d'une côte que vous pouvez plus facilement, en fait, mâcher. Donc, à ce moment-là, c'est là où il faut sortir les fruits à coque ou le saucisson à manger. Comment savoir si je mange suffisamment ? Tout simplement, déjà, un effet spontané. C'est comment vous êtes à l'arrivée de votre séance. Vous auriez pu continuer ou vous avez plus de jus, vous êtes cuit. Là, on peut se poser la question aussi, au-delà de vos séances d'entraînement, de vos capacités physiques, c'est est-ce que vous avez bien mangé ? Et ça, c'est un effet qui est radical. Tous les sportifs que je peux suivre, c'est
Ils sont impressionnés par leur capacité de récupération et leur envie de recourir assez vite. Vous avez l'absence de coup de barre aussi sur la journée qui suit l'entraînement. Combien d'entre vous, après une grosse séance le matin, l'après-midi, la sieste est obligatoire et même en fin de journée, on sent qu'on est un peu cuit. Bah là, c'est tout simplement que vous avez un déficit énergétique important. Et puis, un appétit qui normalement est normal, c'est que vous avez bien mangé pendant votre séance. Sinon, on a du mal et on a tendance à vouloir manger sans avoir une sensation de satiété. Alors, peut-être pas sur le premier repas qui suit, mais ça peut être sur les jours suivants. Un effet sur les jours suivants aussi, c'est que vous avez une capacité du coup à enchaîner les entraînements. Vous avez une absence de douleur musculaire anormale, un appétit normal et une absence de fatigue. Et puis, les effets en dernier point à plus long terme, François, si tu peux, merci. À moyen terme, c'est que vous avez un poids stable. Vous ne devez pas perdre du poids le dernier mois avant l'épreuve parce que ça va être une fatigue qui va être présente. Quand il y a une perte de poids, il y a une sécrétion d'effets de cytokines, enfin de choses comme ça qui sont inflammatoires. Donc, vous allez un peu vous fragiliser par rapport à ça. Si vous mangez suffisamment, vous avez un sommeil de qualité, donc qui est important dans une prépa. Absence d'irritabilité, c'est que vous avez une vie de famille quand même tous à côté. Donc ça, c'est important. Vous avez un travail aussi. Donc voilà, cette sensation-là peut être un indicateur. Et puis, vous avez un appétit normal, pas de compulsion alimentaire et pas de sensation de manque. Là, c'est pareil. Quand je fais le point des fois avec certains que je rencontre pour la première fois, ils m'avouent qu'effectivement, après une course, ils se ruent sur certains aliments qui se sont interdits pendant toutes les 10 semaines en fait d'entraînement. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes dans une préparation. Alors oui, il faut pas négliger la nutrition, mais non, il faut pas se priver non plus. Si vous vous accordez des repas plaisir dans la semaine. Alors, vous n'allez pas mettre ça la veille d'un test de 40 km, mais il faut le garder. Et le jour J, finalement, c'est extrêmement facile parce que vous avez testé plein de choses avant. Vous connaissez par cœur votre corps, c'est-à-dire que vous avez réussi à estimer les moments aussi où vous avez besoin de vous resucrer. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu pour vous. Donc, les jours précédents, vous restez sur une alimentation normale, vous vous hydratez, vous évitez certains aliments qui sont plus durs à digérer, donc certaines fibres, les aliments gras, et vous allez augmenter légèrement les féculents, mais vous ne bouleversez pas votre schéma alimentaire. Et le matin même, vous vous accordez un petit peu de temps de digestion, entre 1h30 à 3h. Là, si le départ est à 5h du mat', c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le côté sommeil, donc vous pouvez raccourcir un petit peu le temps de digestion. De toute façon, vos réserves énergétiques, elles sont faites les 3 jours avant. Donc, le matin même, vous ne devez pas vous gaver. Vous devez même finir votre petit déjeuner presque avec une petite sensation de faim qui, là, peut être récupérée avec une petite encas avant le départ. L'inverse, si vous avez trop mangé, vous allez subir ça pendant la demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, la première heure de course. Et puis après, le schéma alimentaire, rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit auparavant. Vous avez votre hydratation, vous avez votre fil rouge avec la purée que vous avez testée, que vous avez validée. Tous les petits compléments que vous prenez avec vous, vous savez lesquels vous voulez. Et puis après, il y a les sources externes, les ravitaillements de l'organisation. Et puis, pourquoi pas aussi des fois les accompagnateurs que vous avez. Donc là, 80 km, vous avez besoin à un moment donné de vous poser, de prendre un temps de pause et puis de manger quelque chose d'un petit peu plus solide et d'un petit peu plus énergétique. Donc, soit ça va être une salade composée, mais en un petit format. Vous n'avez pas besoin d'avoir des gros volumes. Des cakes salés, ça peut être aussi des mini sandwichs. Et puis, pensez aussi à prendre un maximum d'aliments. Si en fonction de votre envie, vous ne savez pas comment vous allez être. Donc, moi, je pense que tout ce qui peut être fruits frais, ça passe bien. Les légumes, concombres, tomates, des choses comme ça, parce que tout ce que vous avez mangé, c'est pas très riche en eau durant l'effort. Donc, des choses assez fraîches, vous allez bien apprécier. Et puis après, ça peut être des aliments plaisir. J'en ai vu certains, moi, qui ont été sur les Haribo. Il y en a qui vont en prendre un peu de chocolat. Il y en a du saucisson. Voilà. Mettez plus qu'il n'en faut dans un sac si vous avez la chance d'avoir un accompagnateur. Et prenez le temps
de vous poser, de manger et de mastiquer. Ce n'est pas du temps perdu, ce sera du temps gagné pour après. C'est vrai que c'est souvent l'impression qu'on a de perdre du temps, alors que ceux qui prennent ce temps-là nous rattrapent finalement après. C'est un très bon conseil. Tout à fait. Et puis du coup, le plaisir, bon, je vous l'avais abordé juste avant, mais je pense que voilà, quand j'ai des sportifs professionnels, certes, ils se doivent en fait d'avoir une rigueur, mais on n'oublie pas le plaisir. Et vous encore plus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites ce challenge-là pour le plaisir, donc vos entraînements doivent rester un plaisir, l'alimentation aussi. Et donc, il faut s'accorder ces moments aussi d'extra que vous pouvez avoir les week-ends ou la semaine, tant qu'ils sont bien placés. Donc, en conclusion, voilà, j'espère vous avoir donné envie de commencer à vous plonger dedans. Vous avez tout à y gagner, vous n'avez rien à y perdre, vous n'êtes pas obligé de bouleverser tout. Testez déjà 1 ou 2 conseils que je vous ai évoqués, vous allez vite voir les effets, vous aurez envie de pousser un petit peu plus loin. Si vous privilégiez les aliments simples, non transformés, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. La nutrition, finalement, c'est plein de bon sens. Dès lors qu'on a compris un petit peu le fonctionnement, ne négligez pas les encas et les ravitaillements à l'effort, parce que vraiment, ça, c'est un point très important que vous devez travailler dès le début. Et un entraînement ne doit pas impacter un repas. C'est comme je vous disais, c'est si vous partez le matin, ne négligez pas votre petit déjeuner. Si vous entraînez sur un temps de midi, ne mangez pas un sandwich rapidement après. Il faut que les deux vraiment soient liés et c'est la formule gagnante. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et puis je laisse la place au prochain. Voilà, super. Merci beaucoup Julia pour tous ces conseils. C'était vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de pépites, beaucoup de petits conseils par-ci par-là, de choses qu'on doit faire mais qu'on ne fait pas toujours, et ça fait toujours du bien de l'entendre. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer la main. Donc vous pourrez reposer toutes vos questions à Julia à la fin, bien évidemment. Hein. Vous aurez tous une partie de questions et Julia sera un plaisir de vous apporter toutes vos réponses, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant l'alimentation. Donc on vous répondra à la fin. Alors, avant que Charlotte nous présente la destination Cœur de Bretagne, je vais vous passer en exclusivité la vidéo de teaser de cette destination Cœur de Bretagne, donc qui a été réalisée par Yannick Deren, qui est réalisateur de vidéos sur Quimper. Et donc, c'est vraiment une exclusivité et c'est qu'une petite partie de la vidéo. Donc, prenez-en plein les yeux, c'est parti. Voilà, pour cette très très belle vidéo de Yannick, et encore une fois, ce n'est qu'une très très petite partie de la vidéo. Donc je laisse maintenant Charlotte, qui est responsable du projet de Cœur de Bretagne, nous présenter du coup ce projet. Merci. Donc bonsoir à tous. Charlotte Wies, je travaille pour la destination touristique Cœur de Bretagne Calon Braise. C'est la destination qui est à l'origine de ce projet de destination trail. Il s'agit d'un espace trail constitué autour de parcours de trail permanents. Ça fait partie du réseau des espaces trail qu'on retrouve un peu partout en France. Donc la destination Cœur de Bretagne et Calon Braise, c'est un territoire assez vaste en Bretagne que vous avez pu apercevoir sur la carte en début de webinaire. Donc les parcours de trail permanents, on les retrouve sur toute cette destination. À l'origine, l'idée de ce projet, elle vient du fait de l'important tissu associatif qu'on retrouve sur le territoire, des nombreuses courses de trail qui existent déjà, et aussi pour les atouts du territoire. C'est-à-dire que c'est un grand terrain de jeu avec des parcours, des sentiers, des paysages très variés qui se prêtaient aussi à ce type de projet. Donc l'intérêt des parcours permanents, c'est que ce sont des parcours qui ont été testés et sélectionnés pour leur intérêt pour la pratique du trail.
avec voilà, des sentiers variés, des niveaux de difficulté allant de facile à expert, en passant par intermédiaire et difficile. C'est des parcours qui ont été aussi sélectionnés pour leur intérêt touristique et patrimonial. L'idée, c'était de pouvoir faire découvrir des pépites du territoire. Vous avez déjà pu voir des images à travers les vidéos précédentes. L'idée, c'est de pouvoir découvrir tout ça au fil des sorties et de la pratique du trail. Donc l'autre intérêt de ces parcours-là, c'est que, à la différence de courses de trail qui sont de tracés de courses qui sont ouverts que le jour de l'événement, ou de traces qu'on retrouve en ligne proposées par des internautes anonymes, là, c'est que c'est des parcours qui ont été testés, qui sont conventionnés avec des propriétaires privés, qui sont basés sur des sentiers qui sont suivis, entretenus, et ouverts de manière, ouverts à l'année, de manière accessible, de manière libre. Et donc aussi, ce sont des parcours qui seront identifiés sur le terrain avec des parcours avec des panneaux de départ, du balisage, avec des lames directionnelles comme vous voyez à l'écran. Voilà, donc c'est tout un cadre qui permet de rassurer et puis de pratiquer le trail de manière sécuritaire. Voilà. Donc, pour résumer, la destination trail, ce sont des parcours permanents. Il y a aussi une offre de services qui est en plein développement avec des bases d'accueil, des restaurateurs, des hébergeurs qualifiés et formés à l'accueil des trailers. C'est aussi des outils dédiés. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le portail web de la destination où on retrouve tous les parcours. On vous mettra peut-être le lien du portail en commentaire. Donc, voilà, il apparaît à l'écran normalement. Donc ça, c'est le portail web. On retrouve tous les parcours, les actualités, l'agenda des courses, etc. On retrouve aussi des fiches pour chacun des parcours. Il y a une fiche détaillée avec la présentation du parcours, toutes les informations utiles, le type de balisage à suivre. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement les tracés GPX pour aller directement sur le terrain. On y retrouve aussi des commentaires d'utilisateurs, s'il y a des points de vigilance à avoir. C'est sur ce portail-là que vous avez toutes les informations. Et à savoir aussi qu'il y a une application disponible sur iPhone et Android qui s'appelle Trail Connect, où tous les parcours sont disponibles, tous les parcours ouverts. Et enfin, la destination trail, on essaie de l'animer avec des événements comme aujourd'hui, avec ce webinaire, mais aussi des sorties terrain. Donc, on espère pouvoir organiser régulièrement dès que la situation nous permettra. Voilà, donc c'est rapidement pour vous présenter la destination trail, ce que je peux vous dire. Et puis pour finir, je voulais vous présenter quelques photos prises par Yannick de Rennes pour illustrer un petit peu cette destination trail. Donc là, on voit la chapelle Sainte-Barbe du Fawet dans le Morbihan, qui est un lieu assez prisé des trailers pour s'entraîner, pour faire de l'entraînement en côte notamment. Ensuite, on trouve dans les Côtes d'Armor, voilà, autour du Ménébré, le menhir de Loirgat. Ensuite, on a le lac de Garédan, qui est un incontournable de la destination pour la pratique du trail, qui permet de s'entraîner sur des terrains assez variés et sur de la longue distance. Là, on voit dans le Morbihan, à Bignan, le parcours trail du château de Kerguéhennec. Donc, l'aspect patrimoine est aussi représenté sur certains parcours. Et puis, pour finir, voilà, d'autres exemples de sentiers et puis qu'on peut retrouver sur la destination trail. Donc, si vous voulez en savoir plus, puis découvrir tous les parcours, je vous invite à aller sur le portail web dont le lien est affiché en dessous. Et puis aussi à nous suivre sur la page Facebook de la destination ou de la destination Trail Cœur de Bretagne, où on partage toutes les informations en lien avec cette destination Trail. Voilà. Super, et merci beaucoup Charlotte. En tout cas, ça fait bien envie avec encore une fois les belles images de Yannick qui nous a bien pris en photo pendant plusieurs jours de tournage et de tournage et de photos. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Alors, c'est maintenant que je vous partage dans les commentaires de chaque, que vous soyez sur n'importe quelle page, vous allez avoir un lien qui va s'afficher. C'est le lien vers le questionnaire que vous allez pouvoir gagner. Donc un dossard de votre choix pour le trail de l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Écoutez, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos intervenants. On est parti pour une session de questions-réponses. On a une bonne demi-heure devant nous. Donc, c'est parti. Vous pouvez poser toutes vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, hop, tac.
On change d'écran, on change de mood. Donc je vais prendre une des premières questions que j'ai vues. Donc je ne vois pas trop. Tac. Il y a Eve Angélique qui a une question pour Julia. Est-ce que tu as, Julia, une bonne recette de boisson d'effort maison à partager avec Eve Angélique qui est intéressée? Ton micro, Julia. Excusez-moi. Alors, vous pouvez mélanger entre 200 à 400 ml de pur jus de pomme. La concentration, c'est à vous de voir en fonction du goût sucré que vous voulez. D'expérience, voilà, du 30%, ça suffit. Donc, 300 ml de jus de pomme que vous complétez avec de l'eau et vous mettez une bonne pincée de sel, à peu près 1 gramme de sel dans 1 litre d'eau et puis un citron pressé. Voilà. Ok, super. En tout cas, ça donne envie, hein, cette petite recette. Merci beaucoup, Julien. On passe à la question suivante de Thibaut, qui a une question donc du coup, cette fois-ci pour Charlotte. Est-ce qu'il y aura d'autres parcours de trail Cœur de Bretagne? Oui, alors là, tous les parcours qu'il y a sur le portail sont ouverts. Il y en a d'autres qui sont en cours de conception. Au final, il y en aura 32, dont 4 ateliers d'entraînement. Aujourd'hui, il y a un atelier sur le Fawet qui est opérationnel, mais à terme, il y aura 32 parcours. Et puis, c'est une offre qui pourra être étoffée au fil du temps. D'accord, ok. Et à la fin, ça fera combien de kilomètres au total de pistes validées? Plus de 500 km. Ouais, c'est génial. Il y a de quoi faire un petit peu avec tous ces parcours, en tout cas. Allez, question maintenant pour Christophe. On met quoi dans les zones vertes dans le footing? Alors, pour rappel, tu nous as présenté une petite frise avec des périodes d'entraînement qui étaient plutôt intenses et d'autres qui étaient plutôt vertes. Les zones vertes étaient représentées par des périodes plus calmes. Du coup, qu'est-ce qu'on met concrètement dans ces périodes-là? En fait, faut partir du principe que quand tu récupères, tu gardes la fréquence d'entraînement, mais tu diminues le volume. Donc, si tu t'entraînes, on va dire, on part sur 4 entraînements, 4-5 semaines, 4-5 fois par semaine. Tu gardes sur une semaine cool 4-5 entraînements par semaine. Bon, moi, j'aime bien en enlever un. Ça marque quand même le fait que la semaine est un peu plus cool. Mais il ne faut pas faire un entraînement, par exemple. Et par contre, on diminue un entraînement qui, le jeudi, je fais 30 minutes d'échauffement et une demi-heure et 30 minutes de gainage, enfin 30 minutes de renfort. Et je fais 20 minutes de footing et puis une petite routine de 15 minutes de renfort, par exemple. Voilà. Donc, on diminue de 50% les charges, mais par contre, on essaie de garder la fréquence. Ok, super. Donc, par exemple, une semaine type, ce serait quoi? Une semaine type allez, on va dire sur 4 entraînements. Allez, sur 4. Moi, le mardi, je ferai bien du renfort. Donc, petit échauffement, renfort, gainage, travail de proprio, abdos, pompe, travail de plio. Sur la chaîne YouTube, on a pas mal d'exercices de renfort sur la chaîne Fartlek, en fait, sur YouTube. Donc, il y a pas mal sur des bancs, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Une session de 15-20 minutes jusqu'à 30 minutes. Il faut aller progressif sur le renfort, sur les 10 semaines. Ne commencez pas à faire de la plio et vous explosez les cuisses. La plio, c'est de sauter, par exemple, c'est faire des bonds, en fait. Les bonds, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Donc, le gainage, pour démarrer le renfort, c'est pas mal. C'est des efforts statiques où on tient une posture. C'est pas mal pour se remettre en route. Et après, on augmente d'abord des sauts dans un sens, des sauts contrebas, sauts, etc. Donc, aller progressivement. Le jeudi, c'est pas mal un footing, peut-être un peu de changement d'allure. Voilà, c'est en semaine, donc il faut se méfier quand même on n'a pas trop le temps souvent, donc des entraînements d'1 heure. Je dirais le samedi, moi je ferais bien le samedi. Samedi, c'est la séance d'Enive. Voilà, se trouver un bon spot. On a vu Sainte-Barbe, Sainte-Tréfine à Gare-les-Dents, Huelgoat, il y en a plein, Saint-Michel-Braspar, sur le terrain, Saint-Nicolas-des-Eaux. Enfin, il y a quand même pas mal de bons spots de montée. Belle-Île-en-Terre, il y en a, enfin, pas mal de bons spots de montée quand même sur le territoire et sur les parcours du centre de Cœur de Bretagne.
Et l'idée, c'est pareil, d'augmenter sur les 2 semaines en semaine le dénive. Première semaine, 500 mètres, 700 mètres, jusqu'à 1000, 1002. Une séance à 1000, 1002, ça ne dure pas plus de 2 heures, hein, mais bon, c'est 1002, 15 bornes, ça commence à faire des formats de montagne, en fait. Donc, on optimise vraiment le ratio. Et ça crée une super bonne pré-fatigue pour le dimanche. Et ça, c'est bien, moi j'adore. Pas tout le temps, mais déjà, ça calme les ardeurs de vouloir faire la rando course et d'essayer d'exploser le copain. Déjà, on part un peu les jambes fanées, donc on gère un peu. Souvent, on perd beaucoup d'énergie, en fait. Le travail, même les sauts, les bonds, tout ce travail, ça épuise le système nerveux. Donc, le lendemain, on manque beaucoup d'énergie, on manque de force. Et c'est pas mal, justement, de travailler, en plus, avec ce que Julia a dit, en plus, l'aspect alimentaire, avec ce manque de force et de sentiment de ne pas pouvoir répondre. C'est pas mal, ça nous met dans des phases de deuxième partie d'ultra. Donc ça, c'est bien. Et soit une semaine, ça peut être tout à pied, tout le week-end. Et puis une semaine, ça peut être ça, et puis du VTT le lendemain, ou ça et du vélo le lendemain. Ça marche bien aussi, ça fait de l'endurance, ça permet de croiser. Voilà, ça fait 4. S'il y a un 5e à faire, vaut mieux le mettre. Moi, je mettrais dans ce cas-là le mercredi, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Après, les histoires d'emploi du temps, c'est vachement précis. Quand Julia disait faut s'impliquer, il faut faire les choses simples, il faut respecter aussi sa vie, quoi. C'est pas 10 semaines, faites-vous plaisir. Une prépa trail, ça ne doit pas vous désocialiser ou vous donner trop de sacrifices, même si ça dure 10 semaines. Donc, essayez d'intégrer au mieux, puis même en termes de fatigue et tout, d'intégrer au mieux ça dans votre vie quotidienne, vie professionnelle, quoi. Ah, c'est sûr, puis c'est pas toujours simple de suivre un entraînement déjà à la lettre, puis c'est de l'investissement familial aussi, donc c'est sûr que c'est bien Ouais, c'est pour ça que j'ai pas donné un plan. Enfin, tu vois, faut prendre des grandes lignes et puis dans la semaine, déjà si une semaine vous démarrez le lundi, vous dites c'est une semaine où il faut que je m'investisse ou une semaine où il faut que je récupère. Bon, déjà ça donne le ton de la semaine. Ça permet de se dire bon voilà, même à expliquer à la famille, c'est une priorité. Les enfants, cette semaine, mercredi je serai pas là, mercredi soir parce que c'est une semaine où je dois m'entraîner un jour de plus, par exemple. Le schéma il est lisible pour tout le monde, même pour vous déjà. Vous savez que vous devez faire un peu plus attention, vous savez que vous devez récupérer plus. Peut-être décaler un rendez-vous pro, etc. Et puis quand on a une semaine, déjà avoir cette visibilité, c'est important. Après, les contenus, ben voilà, on a les 3-4, et ben sur une journée, on essaye de construire un peu, on a le droit de se faire plaisir. Ouais. Et puis on a le droit d'imaginer des séances aussi, bien sûr. Super. Bah, merci beaucoup Christophe pour cette réponse. Alors la prochaine question, elle est pour Manu. Donc Manu qui est organisateur du trail de l'Ultra Trail des Monts d'Arrée. Est-ce que les parcours GPX de l'UTMA sont téléchargeables et est-ce qu'il y a des zones privées, nous demande Jocelyn. Ouais, non, il n'y a pas de parcours téléchargeable. Et oui, il y a des zones privées un peu partout. On donnera les trails GPX dans la semaine avant le trail. On pourra pas, on a des chemins privés, on a une autorisation juste pour passer le 27. Donc voilà, ce sera au dernier moment et ce sera la découverte pour tous. D'accord, et du coup, ça veut dire que les coureurs ne pourront pas refaire ce terrain-là parce que justement, il y a des terrains qui sont privés et donc on va respecter ça. Ok, super. Exactement, c'est ça. Voilà. Super. Alors, on enchaîne encore avec Manu. Il y a Karine qui demande si le départ sera avancé pour les femmes sur les 2 distances. Non, il ne sera pas avancé. Elles partiront à 5 heures comme prévu. Après, on peut pas trop répondre pour l'instant sur les heures de départ exactes et voilà. Mais bon, ça sera 5 heures pour les premières, ça sera 5 heures et 8 heures. D'accord. Le reste, ça sera affiné dès qu'on aura les autorisations officielles. Okay. Alors, la prochaine question est encore pour toi. Est-ce qu'il y a des ravitaillements spécifiques sur l'UTMA? Je crois que vous avez un partenaire plutôt sympa et plutôt local. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi? Ravitaillement spécifique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par ravitaillement spécifique. Est-ce qu'il y aura des produits spécifiques, des bars, un partenaire vous avez un partenariat avec un apiculteur, il me semble. Oui, on a un partenariat avec un apiculteur. Oui, une apicultrice, mais on va garder la surprise. On n'a pas envie de l'annoncer tout de suite. Voilà, ce sera pour ceux qui seront venus et qui auront fini la course. Voilà.
Et après, sinon, oui, on aura aussi on aura un test de barres, des nouvelles barres aussi, avec un partenaire qui sera là le jour J. Donc voilà, ça sera en avant-première aussi. Et voilà. Ok, ça marche. Alors, la prochaine question, elle est elle est pour Julia. Tac, tac. Alors, Julia, est-ce que tu as des conseils en nutrition pour le bon maintien d'un équilibre acido-basique, nous demande Amélie. Oui, bien sûr. C'est tout simplement d'avoir des légumes et des fruits à chaque repas. Ça, c'est le point fort. Et après, donc, tout ce qui est protéines, la viande, le poisson, on n'a pas forcément besoin d'avoir des quantités trop importantes. Là, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré, on arrivait quand même à des taux de protéines assez importants. Et dans les assiettes, c'était finalement l'aliment qui était presque en plus petite quantité, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut estimer. Faut pas avoir peur des fois d'aller voir des professionnels pour vraiment estimer vos besoins. Parce que là, l'exemple que je vous ai donné, il faisait 75 kilos. Une femme, elle va être plus petit gabarit. Donc, à 55 ou 60 kilos, on atteint le taux de protéines assez rapidement. Et c'est ça qui peut être un petit peu plus acide. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on mange des légumes et des fruits au quotidien, quand je dis fruits, c'est vraiment le fruit frais, c'est pas la compote. Ça, c'est important de le savoir aussi. Il n'y a aucun risque d'être en situation trop acide. D'accord. Merci pour ta réponse. J'espère qu'Amélie est satisfaite de ta réponse et puis qu'elle a eu les informations qui lui étaient nécessaires. Et maintenant, c'est Clo Clerget Elbrun qui nous demande, en prenant un ravitaillement sucré en cours de séance, est-ce qu'on ne risque pas un pic d'hypoglycémie par sécrétion plus importante d'insuline par la suite ? Non, le pic, en fait, l'hypoglycémie réactionnelle est minimisée quand même à l'effort, hein, parce qu'à l'effort, en fait, il y a tellement de sécrétion d'autres hormones que cet effet-là est quand même moindre. Et puis, c'est pour ça, après aussi, qu'il faut rester régulier, de toute façon, dans les prises et d'être plutôt sur des bases de 30 minutes à peu près. Alors, il y en a qui fractionnent même plus et qui prennent des petites quantités. Et après, sur des efforts aussi longs que ça, on ne va pas que sur des sucres rapides non plus. La purée, justement, maison, elle est sur une base de glucides qui vont être digérés assez vite, mais qui ont quand même un index glycémique plus bas que ce qu'on peut trouver dans les bars. Il y a un apport aussi de protéines et un apport de gras. Le gras est aussi important pour ralentir, en fait, pour avoir finalement, pas avoir un pic comme ça, qui va engendrer une chute aussi, mais d'avoir plutôt une courbe qui va être comme ça. L'effort est long, la cadence aussi est moins rapide que quand on fait un 10 ou 20 km. Donc, vous pouvez vous permettre en fait d'avoir une alimentation qui est un petit peu plus protéinée et un peu plus grasse. Donc, en fonction du choix des aliments, il n'y a aucun risque de ça. Ok, super. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient et une crainte de la part des coureurs d'avoir des baisses comme ça de taux de sucre dans le sang et puis du coup de taper un gros coup de fatigue. C'est ça. Donc ça rassure. Okay. D'où l'importance des tests aussi sur chaque entraînement, même les petits, des entraînements d'1h30. On se dit à chaque fois, non, j'ai pas besoin de manger. Si, j'ai besoin de manger. Et même 5 minutes avant d'avoir fini. Et vraiment de tester à 100%, je suis sûre que les gens vont voir les effets bénéfiques. Et même sur le côté récupération, c'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas vraiment pour optimiser sa récupération. Et même là, sur le passage s'il y en a qui vont faire leur premier ultra ou leur deuxième ou troisième, s'ils s'intéressent à l'alimentation, ils vont voir que une différence de récupération après la grosse épreuve. Sur tous ceux que je peux suivre, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, en fait, c'est que oui, ils avaient des douleurs musculaires, ça c'est certain, des douleurs articulaires aussi, mais ils n'avaient pas ce dégoût, cette non-envie de remettre les baskets longtemps. Assez vite dans la semaine, ils ont eu envie 2-3 jours de remettre les baskets et de trottiner, quoi. Alors que d'habitude, bien souvent, on se fait une grosse coupure après parce que on a tout donné pendant les 10 semaines d'entraînement et pendant l'épreuve. Donc l'alimentation, la joue aussi énormément dessus, quoi. Ok, super. Merci Julia. Alors la prochaine question, elle est pour Christophe, et ça c'est pareil, c'est un sujet qui revient très souvent, et je pense Christophe, tu dois souvent avoir ce type de questions.
Comment faire pour travailler le D+, quand on s'entraîne à Saint-Nazaire, zone plate par excellence? Je crois que la Loire-Atlantique, c'est le département le plus plat de France, il me semble d'ailleurs. Pas une bosse atteignable avec ce confinement. Comment est-ce que les coureurs peuvent se préparer à ça? Ils rentrent de ça direct. Ils laissent la place aux autres qui n'ont pas pu l'avoir. Déjà, il y a des escaliers, des séries d'escaliers, c'est pas mal déjà pour faire des bons sauts contrebas, etc. Ça fait un peu travailler la plio. Il y a même des bancs. Moi, je travaille pas mal sur des bancs avec des sauts, etc. Et après, il y a quand même nécessité de se déplacer. Je pense que moi, c'est très personnel, c'est un avis assez personnel, mais je pense que si on vise les monts d'arrêt, on rêve de montagne et puis on rêve de quelque chose que l'on n'a pas sur son territoire, c'est bien d'y aspirer, mais il faut à un moment se donner les moyens. On peut pas tout faire des choses qui n'ont pas un rapport avec son. Il faut quand même se mettre en condition par rapport à la course, à l'événement pour pas être surpris. Donc, j'ai envie de dire à Pierre, ça nécessite peut-être que sur une journée, tu prennes la voiture et puis que tu trouves un spot, peut-être à 1 heure, vers le Morbihan. Saint-Nazaire, par exemple, il y a le pont de la Roche-Bernard qui est pas mal avec une belle série d'escaliers. Voilà, je cherche au plus près, la Roche, l'île au Py, où il y a des petits spots. Voilà, et puis après on monte un peu dans les terres. Ça demande peut-être du déplacement. Ouais, moi j'entraîne un ou deux Nantais. Ouais, c'est sûr que c'est pas simple. Les séries d'escaliers dans les immeubles, ouais, ça marche aussi. Là, on est sur des choses vachement ingrates, hein. C'est sûr. Hein. Mais je pense qu'il faut pas non plus penser qu'on peut préparer un 80 2000, surtout dans les monts d'arrêt où le 2000 c'est pas du 2000 sur route, quoi. Juste en faisant de la piste cyclable ou des choses assez trop plates, quoi, parce qu'on travaille pas sa foulée en fait et on va pas mécaniquement être dans l'attente qu'on va devoir avoir le jour du 80, donc ça nécessite quand même un moment. Alors si, tiens, par exemple, ça c'est un bon truc, au moins pour travailler le gainage et tout, c'est de travailler dans l'eau de mer. J'avais ça, tu cours avec des vieilles godasses, mi-mollet sur une plage, la Baule, c'est super plat, donc il n'y a pas de marée, etc. Mi-mollet dans l'eau, marée montante, et puis tu te fais des lignes droites ou des footings, ça gaine, ouais, c'est pas mal, hein, ça vaut du step, hein, et ça vaut des montées. Alors à la fin, sur ce travail, il y aura 0 de positif, mais les cuisses, elles seront bossées. Ouais, puis c'est pas traumatisant pour le coup. Ça, c'est une méthode qui est pas mal et qui est sympa en plus, ouais. Moi, je cherche, mais je trouve que c'est bien, ouais. Ok, super. Alors, encore une question pour toi, Christophe. On aurait, je pense, aussi pu poser la question à Julia, qui doit avoir des bons conseils sur le sujet. Comment passer une bonne nuit de sommeil avant sa course? Pas trop stressé? Ouais, souvent c'est le stress, ouais. Après, moi, j'accorde pas trop d'importance à la nuit d'avant. C'est plus la nuit avant, en fait, parce que la nuit de course, elle est toujours tronquée. On se couche dans un horaire qui est compliqué. On sait qu'on va se réveiller tôt, on est un peu stressé. Si la course est le dimanche, du samedi au dimanche, c'est compliqué. Par contre, passer une bonne nuit sereine du vendredi au samedi, ça fait quand même toute la différence pour pas avoir une dette de sommeil et puis arriver avec un peu la tête enfarinée. C'est pareil, il y a aussi des protocoles pour savoir s'endormir, savoir se relaxer, savoir dormir, savoir passer le stress ou ces questions. Moi, je sais que je faisais un peu j'avais une bonne petite playlist et puis j'avais un ou deux trucs de relax que je me mettais dans les écouteurs et ça me fait baisser tous mes questionnements. Je m'endormais assez bien. Donc, il ne faut pas s'attendre à une nuit quand même folle. De toute façon, on sait qu'on va se lever tôt, qu'on se couche un peu tard. Ça sert à rien non plus de se coucher à 19h parce qu'on va courir à 5h du matin parce que c'est pas nos phases de sommeil. Ça sert à rien d'essayer d'avancer je pense qu'il faut garder son rythme de vie. La nuit sera courte. Sur un trail de 10 heures, vous n'allez pas vous arrêter de dormir. C'est plus problématique quand un UTMB, on part à 18 heures et qu'il là, il faut se resynchroniser, etc. Là, faut pas trop s'inquiéter. Faut accepter le fait que de toute façon, un événement, ça nous chamboule aussi un tout petit peu et puis ça fait partie du jeu, ouais. Bon, en général, on n'a jamais trop de mal à se réveiller, hein. Ouais, non, en fait, si t'as du mal à te réveiller, déjà, c'est un mauvais signe, je pense. Quand tu me remets ton réveil et que t'as la flemme de te lever, c'est que déjà t'es mal parti, quoi. C'est que
c'est que t'as pas une envie de fou d'aller courir. Ouais, Comme c'est le un bon matin de départ des indicateur. vacances, hein, on est tout content. Hein. Bah, normalement, ouais. Bah, en tout cas, ça, c'est un vrai signe. Hein. Ça, c'est un vrai signe. Moi, je me suis rendu compte, il y a eu des trails où j'avais la peine à me lever. Bah, c'était un signe que, en fait, tu étais fatigué, t'avais pas la niaque, t'étais pas le truc. Et puis, il y a des courses, t'es hyper impatient, t'as trop envie d'y aller, quoi. Et en fait, déjà, ça vous donne l'indicateur de comment vous aimez encore votre sport, quoi. Ça, c'est sûr. Ok, super, merci Christophe. Alors la prochaine question, elle est pour Julia, de Julien. Alors une question assez pointue. Hein. L'allure sur l'ultra étant basse, L1, L2, les aliments avec un indice glycémique bas sont-ils à privilégier? Ah oui, c'est vrai que c'est. Oui, mais on en revient à ce que j'indiquais aussi assis avant. Là, justement, alors, les aliments à index glycémique bas sont des aliments aussi qui vont mettre plus de temps à se digérer. Donc, il faut un entre-deux, en fait. Là, la purée, justement, que je propose a une charge. Alors, on parle plus tellement d'index glycémique, on parle de charge glycémique aussi des aliments qui correspond aussi au volume qu'on mange. Et là, justement, effectivement, il y a une charge glycémique plus basse et c'est ce qu'il vaut mieux privilégier. Ça va être l'énergie. C'est pour ça que je disais que c'était le fil rouge. Ça va être l'énergie qui va être sur tout le long de l'effort. Et après, en fait, on a besoin d'avoir quand même un ajout de sucre plus rapide qui vont être apportés avec des compléments alimentaires. Donc, pour avoir des aliments à index glycémique assez bas, c'est pour ça qu'on y ajoute aussi une protéine et qu'on y ajoute aussi de l'huile qui va permettre aussi d'avoir des acides gras et puis des antioxydants. Après, quoi dire de plus vous avez un besoin en fait de sucre estimé à l'heure. Là, sur un ultra, on va être sur 60 grammes de glucides par heure. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu de boisson d'effort pour réussir à atteindre un peu tout ça. Après, c'est des données théoriques. Sur la pratique, chacun doit se connaître et se tester, quoi. Il faut se dire que, et c'est pour ça que dans les entraînements, c'est important, c'est qu'à l'entraînement, vous partez sur des bases théoriques de ce que vous devez manger, qu'on a été nous avant justement pendant les consultations. Et si vous faites le bilan à la fin de votre sortie, que vous avez mangé que la moitié, eh ben, vous avez été en carence énergétique durant cette sortie-là. Et pendant l'ultra, chaque heure, s'il y a des choses que vous ne mangez pas, c'est une accumulation en fait de déficit énergétique qui s'accumule. Alors quand on fait un 20, un 40, ça peut passer, on se connaît bien, mais on va finir cuit. Si on fait déjà des plus longues distances, il y a un moment donné où ça risque de pêcher, quoi. J'espère avoir répondu à la question de Julien. Alors, encore une fois, une question un petit peu spécifique, et c'est encore pour toi, Julia, c'est sur un sujet qu'on aborde trop peu à mon goût, et les études commencent à s'intéresser aux cycles hormonaux des femmes. Malheureusement, si on tombe en période de règles pendant la course, avec quoi pallier? Car déjà beaucoup de mal à faire un entraînement correct avec des menstruations abondantes, aliments spéciaux en plus, merci. C'est vrai que ça c'est quelque chose que vous les hommes vous connaissez pas, donc c'est vrai que c'est très embêtant. Alors j'ai pas d'aliments miracle, c'est là où toute l'importance en fait de l'alimentation à l'année, d'avoir une alimentation équilibrée et encore plus sur la préparation, parce que c'est vrai que les coureuses à pied en fait c'est un sport en fait qui, comme il y a des chocs, il y a déjà des micro-lésions qui se font et donc des micro-saignements en fait. Donc les coureuses à pied, déjà on estime qu'elles ont une carence en fer un peu plus importante qu'une autre femme. Et donc, bien souvent, c'est vrai que si on rajoute une période de règles, on va être encore plus carencé, on va être plus fatigué. Donc, c'est pour ça qu'avec une alimentation équilibrée en amont, vous minimisez déjà vos carences, vous partez avec un capital métabolique plus fort et donc vous risquez moins d'être fatigué le jour de la course. Après, sur les douleurs, par contre, j'ai pas de recette miracle. C'est plus sur vraiment la fatigue qui peut se créer, des fois les envies, les besoins de glucides un peu plus importants, que là on minimise avec déjà l'alimentation équilibrée au quotidien et sur les 3 jours avant en fait d'avoir une alimentation un petit peu plus dosée en glucides. Mais c'est vrai que non, autrement je vais pas avoir de recette miracle. Ok, merci Julia.
Alors, je propose une dernière question pour Christophe et puis une dernière question pour Manu. Et puis après, on arrivera déjà au terme de 7h30. Alors, Christophe, après un an sans Covid, sans sport, combien de temps penses-tu pour retrouver une forme correcte? Alors, si tu n'as pas fait de sport du tout pendant un an, ça va déjà être difficile, je pense. Non, mais déjà, François, je sais pas ce que tu as fait, là. Je le connais, le François. Je sais pas je sais pas ce qu'il a fait, s'il a rien fait pendant un an. Bon, enfin bref, admettons, bah ouais, c'est long, quoi. Enfin, notre corps, il est pas sur on-off. Voilà. C'est pas 0 ou 1, et quand je décide de 1, c'est reparti comme en 14. Donc ça va mettre du temps. Voilà, faut pas être, faut pas se mentir, quoi. Voilà, et puis il faut prendre son temps surtout. Ça, c'est fondamental. C'est que, bah moi, enfin, je sais pas, je dis, souvent on dit, t'es blessé 2 mois, tu mets 4 mois pour revenir à ton niveau de forme. Donc, t'es arrêté un an, il faudra peut-être 2 ans. Bah, en tout cas, laisse-toi, ouais, je pense qu'il faut laisser 6 mois de réathlétisation. La difficulté de ce type de parcours, c'est de reprendre trop tôt et de se blesser trop souvent pour que les coupures elles se font de plus en plus régulièrement. C'est-à-dire, c'est le cycle où je coupe, je suis pressé de reprendre et je squeeze les phases de reprise et du coup je me reblesse, qui me fait encore une coupure et qui fait que mon niveau initial est encore plus bas, puis je repars et en fait je fais que régresser parce que les coupures marquent toujours des arrêts qui font que je fais toujours des pas en arrière. Donc la clé pour une reprise, c'est ne jamais s'arrêter, même si ça va pas très vite. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, la clinique du coureur, quand ils font des reprises, mais après blessure, là c'est pas le cas, mais on est quasiment dans les mêmes choses parce qu'il y a de la réathlétisation à faire quand même sur les mollets, sur voilà. C'est faire marche-course, courir 1 minute, marcher 1 minute, puis courir 4 minutes, marcher 1 minute. Au départ, les gens ils disent ouais non mais là ça, enfin, avant moi je courais à 18 à l'heure. Ouais mais fais ça pendant un mois et puis dans un mois tu referas un footing de 40 et puis donc il faut du temps. On n'est plus habitué à prendre son temps. Mais bon, on a pris son temps à rien faire pendant un an, donc on fait prendre son temps pendant un an à reprendre des sports. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, le sport, c'est dans la continuité que ça se vit bien. Et ces ruptures, c'est toujours compliqué. Ouais, bah, voilà, ça. Mais bon, ça va revenir, François. C'est un athlète doué en plus, donc. Mais il faut pas rester sur son passé non plus. Il faut avancer avec le moment présent. On est comme on est en ce moment. On a pris. Et puis, ça va revenir. Voilà. Du temps et de la patience et de la persévérance. Ok, super. Merci, Christophe. Alors, dernière question, c'est pour Manu. Manu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du protocole du départ et pour les gens qui veulent venir nous supporter à certains ravitaux, comment ça va se passer? Pour le protocole du départ, on a plusieurs possibilités. On aimerait un départ normal, voilà, que tout le monde parte ensemble, tout ça. Et sinon, on va faire on va sûrement partir sur des départs par vague. Voilà, des vagues le plus grand nombre possible. Après, on verra ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs protocoles et comment dire. Il y a plusieurs possibilités qui sont Plusieurs prévues. scénarios? Ouais, voilà, plusieurs scénarios. On met toutes les chances de notre côté, donc il y aura plusieurs scénarios. Et après, sur les ravitaux, c'est pareil, il y a plusieurs scénarios. Et mais bon, évidemment, les accompagnateurs seront autorisés à venir sur les ravitaux et voilà, ça, il y aura pas de problème. On pourra pas enlever ça. Et voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, merci. On peut pas trop en dire plus pour l'instant quand on attend de voir aussi. On est un petit peu dans l'inconnu. Et voilà, on va essayer de faire au mieux, mais les accompagnateurs seront autorisés sur les ravitaillements, ça c'est sûr. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Manu pour ton intervention et puis pour ces précisions, même si c'est vrai que tu peux pas dire grand-chose encore pour le moment. Merci à l'ensemble des intervenants, Christophe, Charlotte, Julia, tout le monde qui a participé dans l'espace commentaire. C'était une soirée qui était très enrichissante. J'espère que vous avez tous passé un très très bon moment. Vous pourrez retrouver le replay de cette vidéo sur la chaîne YouTube de Christophe, donc Fartlek.
sur ma chaîne YouTube également, La Planète Trail. Il y aura aussi une version en podcast sur le podcast Café Trailer. Et donc, si vous voulez vous refaire en audio tout ce qu'on a dit et vu aujourd'hui. Et merci beaucoup encore une fois à la destination Cœur de Bretagne de nous faire bénéficier de tous ces parcours de trail balisés. Ça met vraiment du dynamisme dans notre discipline qui en a bien besoin. Donc, merci beaucoup de nous organiser ça. C'est vraiment une très très bonne idée. Merci beaucoup à tous encore une fois pour cette belle soirée. On se dit à très très bientôt. Bye bye. Salut. Merci, salut.